toutes et à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier le syndicat des pharmaciens de la ville d'Oujda de m'avoir invité. Et sans plus tarder, je passe à la présentation de ce sujet qui pose énormément de problèmes, c'est l'antibiorésistance. Il faut savoir que l'antibiorésistance, c'est un phénomène tout à fait normal chez les bactéries, puisque ce sont des êtres vivants. C'est vrai, ils sont petits, mais ils sont tellement organisés qu'ils sont capables de s'adapter à leur environnement. Donc, ils sont capables de résister pour survivre. Cette résistance est connue depuis toujours. Elle est naturelle et elle définit le spectre antibactérien des antibiotiques. Le problème de l'antibiorésistance est posé lorsque on a des résistances acquises. En plus des résistances naturelles connues, certaines bactéries sont capables d'acquérir des résistances supplémentaires à un, plusieurs ou pire à tous les antibiotiques normalement actifs. C'est ce que nous allons voir avec cette présentation. Donc, parallèlement à la découverte des antibiotiques, l'apparition des résistances acquises n'a jamais tardé. C'était une année jusqu'à 30 années après la mise sur le marché d'un antibiotique que les bactéries commençaient à acquérir des résistances. Donc, tôt ou tard, ça finit par arriver. Donc, un nouveau antibiotique, souvent les bactéries vont développer des mécanismes de résistance acquises. Tout le monde s'accorde que c'est un problème mondial de santé publique. Il pose un problème d'émergence, d'acquisition de ces résistances, mais aussi de propagation. Donc c'est un double problème, l'émergence de la résistance et sa propagation qui fait que c'est un problème mondial de santé publique et bien sûr à cause des conséquences graves et sérieuses en termes de mortalité, de surhospitalisation et de dépenses. Et devant la rarification ou des nouveaux antibiotiques mis sur le marché depuis les années 80, donc ce phénomène nous conduit vers une impasse thérapeutique, vers une ère pré-antibiotique, et c'est exactement pour ça que la lutte contre l'antibiorésistance est une urgence mondiale. Donc, pour essayer de voir comment les bactéries sont capables d'acquérir ces résistances et quelles sont les conséquences épidémiologiques et quels sont les principaux moyens de lutter contre cette résistance, permettez-moi de vous rappeler quelques notions sur l'élément clé de cette résistance, la bactérie. Donc, admettons que c'est une bactérie, nous allons voir de quoi elle est faite et qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Donc, une bactérie, c'est d'abord un cytoplasme, mais aussi c'est une membrane cytoplasmique qui empêche les constituants de la bactérie de fuir ailleurs, mais aussi qui permettent aux nutriments dont la bactérie a besoin d'entrer dans le corps bactérien. Les bactéries, c'est également une paroi. C'est une sorte de bouclier qui permet de protéger la bactérie contre toute agression physique ou chimique. Le chromosome, c'est le patrimoine génétique qui permet à la bactérie d'être ce qu'elle est et d'acquérir et de faire des fonctions physiologiques et d'acquérir des résistances. Mais aussi, c'est des ribosomes qui sont capables de synthétiser des protéines qui sont vitales pour la bactérie. Donc, toutes ces fonctions, toutes ces structures sont indispensables pour la vie de la bactérie et elles sont dites structures obligatoires. À côté de ceci, certaines bactéries sont capables d'avoir des structures de luxe. Une capsule pour résister à la phagocytose, des spores pour résister mieux dans les conditions défavorables,
des plasmides qui constituent du matériel génétique extra-chromosomique, des pili qui permettent à la bactérie de s'accrocher au tissu et au matériel biomédical, mais aussi de transférer les plasmides. Nous allons voir ce que c'est. Et bien sûr, certaines bactéries sont capables de bouger lorsqu'elles possèdent des flagelles. Et ce sont des structures facultatives. La logique des choses, pour atténuer une bactérie, la logique, c'est de cibler les structures obligatoires. Aucun antibiotique ne cible les structures facultatives que la bactérie peut ne pas avoir. Donc les cibles des antibiotiques, c'est les structures vitales, c'est les structures obligatoires chez la bactérie. Et c'est exactement pour cette raison qu'on distingue les antibiotiques actifs sur la paroi, les antibiotiques actifs sur les membranes, les antibiotiques actifs sur la synthèse de l'ADN et les antibiotiques actifs sur la synthèse des protéines. Donc, chaque antibiotique a un mécanisme d'action bien ciblé et il cible une des structures obligatoires chez la bactérie. Donc, face à un antibiotique, la bactérie peut mourir lorsque l'antibiotique est capable de tuer la bactérie. Par contre, l'antibiotique est capable de seulement empêcher la bactérie de se multiplier sans tuer la bactérie, et c'est le système immunitaire qui se charge du reste. Une troisième éventualité est possible. Malheureusement, l'antibiotique peut ne pas avoir d'effet sur la bactérie, et c'est le cas lorsque la bactérie est capable de résister. Alors, pour résister, la bactérie agit de différentes façons, mais dont l'objectif, d'abord, d'empêcher l'antibiotique de pénétrer dans la bactérie. C'est l'imperméabilité. Donc la bactérie empêche le virus d'entrer pour agir sur sa cible spécifique. C'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, si par malheur l'antibiotique arrive à entrer dans la bactérie, il y a des pompes qui permettent de le refouler. C'est les systèmes d'efflux. Donc pour empêcher l'antibiotique de se trouver en concentration suffisante près de sa cible, donc ainsi les systèmes d'efflux empêchent l'antibiotique d'agir. Le troisième mécanisme, donc l'antibiotique avant d'atteindre sa cible, la bactérie peut l'inactiver par des enzymes pour l'empêcher d'être actif. Et enfin, pour certains antibiotiques, lorsqu'ils atteignent leur cible, ils la trouvent modifiée. Donc impossible de s'y fixer ou d'agir. Donc ce sont 4 modes ou mécanismes de résistance que peut exprimer une bactérie vis-à-vis d'un antibiotique. Pour l'imperméabilité. Donc l'imperméabilité, elle est surtout connue chez les bactéries à gram négatif. Les bactéries à gram négatif, un cytoplasme, une membrane cytoplasmique, et ils ont en plus une membrane externe qui porte des protéines dont le rôle est d'assurer le transport des nutriments de l'extérieur vers l'intérieur. Certains antibiotiques sont capables d'emprunter cette voie, donc de passer à travers les porines pour se trouver à l'intérieur de la cellule et agir. Pour résister par imperméabilité, les bactéries sont capables de réduire le nombre de porines dans la membrane externe. D'autres obturent partiellement ou totalement les porines pour empêcher l'antibiotique de passer. D'autres modifient leurs porines et elles deviennent imperméables à l'antibiotique. Par contre, certaines bactéries font disparaître carrément et ne synthétisent plus de porines pour que l'antibiotique soit incapable de pénétrer. Alors, si l'antibiotique échappe
à ce mécanisme d'imperméabilité et se trouve en quantité suffisante dans le cytoplasme, certaines bactéries sont capables de le refouler par un système d'efflux qui n'est rien que des protéines, donc qui rejette l'antibiotique à l'extérieur. Troisième mécanisme, c'est l'inactivation enzymatique. La première des choses que nous avons appris avec notre maître Jamal Tchoufiq, c'était que l'activité d'un médicament, elle est due à sa structure. Les bactéries connaissent ça. Donc, pour empêcher un antibiotique d'agir, surtout pour les bêta-lactamines, les bactéries sont capables de produire des bêta-lactamases pour ouvrir le noyau bêta-lactame. L'antibiotique se trouve changé et modifié et sera inactif. Raison pour laquelle, pour empêcher et bloquer ce mode de résistance, on associe parfois des inhibiteurs de bêta-lactamase, comme l'acide clavulanique. Mais la logique, c'est que cet inhibiteur de bêta-lactamase ne doit être associé que lorsque la bactérie exprime ce phénotype de résistance. Malheureusement, on continue à voir des traitements associant des inhibiteurs de bêta-lactamase sur des bactéries qui ne produisent pas de bêta-lactamase. Donc ça n'apporte pas grand-chose cliniquement. Pire, ça ne fait que provoquer des résistances. Donc lorsque la bactérie n'exprime pas des bêta-lactamases, inutile d'utiliser ou d'associer des inhibiteurs de bêta-lactamase. C'est le cas pour les streptocoques. Tous les streptocoques, pneumocoques, streptocoques A et autres. Autre mécanisme d'inactivation enzymatique, c'est pas l'hydrolyse, mais la bactérie joue un peu avec les radicaux ou les groupements fonctionnels des aminosides. Donc elles font des changements au niveau des groupements fonctionnels pour que l'antibiotique ne soit plus actif. Dernier mécanisme de résistance, donc pour agir, l'antibiotique doit retrouver sa cible et être en concentration suffisante pour agir sur celle-ci. Donc il doit se fixer d'abord sur sa cible, puis agir. Certaines bactéries modifient leur cible pour qu'elle ne soit plus reconnue par l'antibiotique. D'autres protègent carrément leur cible pour qu'elle ne soit plus reconnue par l'antibiotique. D'autres n'apportent pas de changement qualitatif par rapport à la cible, mais un changement quantitatif. Donc ils produisent davantage de cibles au point que l'antibiotique se trouve débordé pour agir sur toutes ces cibles. Ou même synthétiser une nouvelle cible totalement insensible à l'antibiotique. Les grammes plus, les grammes moins agissent de façon naturelle ou acquise à différents antibiotiques et en utilisant les différents mécanismes. Chaque bactérie exprime des mécanismes de résistance qui lui sont particuliers par rapport à un antibiotique. Mais les antibiotiques qui posent le plus de problèmes, c'est surtout les Staphylococcus aureus résistants aux bêta-lactamines. Le SARM, Staphylococcus résistant à la méticilline. Donc c'est une bactérie multirésistante qui résiste aux bêta-lactamines par modification de cible. Les bacilles à gram négatif, notamment Pseudomonas aeruginosa, résistent à l'imipenem par imperméabilité. Les bacilles à gram négatif résistent par inactivation enzymatique à des degrés variables aux bêta-lactamines et constituent aussi des bactéries multirésistantes. Donc les principales bactéries multirésistantes, c'est les Staphylococcus aureus résistants à la méticilline, Pseudomonas aeruginosa résistants à l'imipenem et les bacilles à gram négatif résistants aux bêta-lactamines, notamment ceux résistants au carbapenem. La résistance à un antibiotique constitue un phénotype. Et un phénotype, c'est la conséquence d'un génotype. Donc pour exprimer le phénotype de résistance, la bactérie doit être équipée de gènes de résistance.
Et ces gènes de résistance, ils sont soit portés par le matériel génétique obligatoire, qui est le chromosome, ou le matériel génétique facultatif, qui est les plasmides. Donc comment se fait cette acquisition de ces gènes de résistance? Elle peut se faire de façon spontanée, par des mutations. Rappelons que, à l'état normal et à l'état physiologique, donc, le brin d'ADN chez la bactérie est transcrit en ARN messager qui est traduit en protéines. Toute modification de la séquence des bases sur le brin d'ADN, que ce soit changement d'une base par une autre, ou insertion d'une nouvelle base, ou délétion d'une base, donc provoque des changements au niveau de la protéine synthétisée. Et cette protéine peut être une cible modifiée, comme elle peut être une enzyme inactivatrice des antibiotiques. Donc, une mutation permet à la bactérie d'acquérir un phénotype de résistance. Les mutations sont spontanées et sont rares, sauf pour certaines mutations qui sont induites par des substances mutagènes. Alors, on ne peut pas parler des mutations sans parler de la sélection des mutants résistants, parce que c'est un des facteurs qui complique ce phénomène d'antibiorésistance. Les bactéries se multiplient très rapidement. Escherichia coli est capable de doubler de nombre en 20 minutes. Et au sein d'une population sensible à un antibiotique, et devant cette multiplication intense des bactéries, forcément, il doit y avoir des mutants résistants à un antibiotique. Lorsqu'on met ces bactéries sensibles et qui contiennent une minorité de bactéries résistantes, lorsqu'on les met en contact avec un antibiotique, on ne fait que sélectionner les mutants. Donc l'antibiotique élimine les souches sensibles, les souches résistantes essaient de remplir ce vide et vont se trouver majoritaires par rapport à l'état initial. Donc l'antibiotique a sélectionné les mutants résistants au sein d'une population qui était à la base sensible. Où se déroule ce phénomène? C'est surtout lorsqu'on a des flores bactériennes abondantes, notamment le tube digestif, 10 à la puissance 12 bactéries par gramme de sel. Donc il y a énormément de bactéries qui a forcément des mutants résistants qu'on risque de sélectionner si on utilise des antibiotiques de façon irrationnelle. C'est aussi le cas lorsqu'il s'agit d'une infection sur matériel ou d'une infection fermée où il n'y a pas de drainage du pus. Donc ça, c'est la sélection chez l'homme. Le phénomène est beaucoup plus grave parce que la sélection se fait aussi chez l'animal. Donc les animaux chez qui on administre des antibiotiques, parfois on ne fait que sélectionner les mutants résistants qui vont devenir majoritaires. Donc tout contact direct avec les animaux ou indirect avec leurs produits donc, risque de transmettre des souches d'emblée résistantes aux antibiotiques. Donc la sélection des mutants résistants, ce n'est pas uniquement en médecine humaine, c'est aussi chez l'animal. Et pire, si on sait que les animaux consomment 10 fois plus d'antibiotiques que l'homme, parce que c'est utilisé comme des antimicrobiens, mais aussi comme facteur de croissance. Donc ça, c'est le premier mécanisme d'acquisition des gènes de résistance. Ce n'est pas le seul, il y en a d'autres. Et les autres mécanismes, c'est l'échange de gènes de résistance entre les bactéries. Le premier mécanisme, c'est la transformation. Une bactérie détruite pour une raison ou une autre, libère son contenu. Et son contenu, ça peut être des fragments d'ADN qui portent des gènes de résistance. Si dans le même milieu se trouve une bactérie naturellement sensible à un antibiotique,
Et si elle est suffisamment compétente pour introduire ce fragment d'ADN et de l'intégrer dans son génome, elle va devenir résistante. Donc le contact entre bactéries sensibles et bactéries résistantes peut peut être l'origine de transfert de gènes de résistance. Le deuxième mode de transfert de gènes de résistance, c'est la conjugaison. Donc, qui nécessite une bactérie réceptrice et une bactérie donatrice de gènes de résistance. Et ce transfert concerne les plasmides de résistance. Donc il y a un rapprochement entre la bactérie donatrice et la bactérie réceptrice, puis il y a transfert du plasmide, et la bactérie donatrice garde toujours une copie. Donc à la base, bactéries résistantes, bactéries sensibles, au total on aura 2 bactéries résistantes. Troisième mécanisme de transfert des gènes de résistance, il ne nécessite pas de contact intime entre les bactéries, mais il fait appel à des bactériophages. Les bactériophages, c'est des virus qui s'attaquent aux bactéries. Donc un bactériophage, lorsqu'il s'attaque à une bactérie, l'objectif pour lui, c'est de synthétiser de nouveaux virus. Et en synthétisant de nouveaux virus, il tue la bactérie. Et au moment de l'assemblage des génomes viraux au sein des capsides des virus, par erreur, des virus risquent de contenir du génome bactérien. Par erreur, c'est une erreur de transduction. Le virus qui contient, le virus aberrant, lorsqu'il s'attaque à une nouvelle bactérie sensible, donc il injecte, comme ici, il injecte son génome. Si la bactérie est capable de l'introduire dans son génome, elle va acquérir la résistance que porte ce gène transféré. Partout où il y a contact bactérie-antibiotique, il y a possibilité de sélection de mutants résistants. Ce n'est pas uniquement chez l'homme ou chez l'animal. Ça peut arriver même dans l'environnement où il y a des résidus d'antibiotiques. Également, tout contact entre bactéries sensibles et bactéries résistantes peut se solder par un transfert de gènes de résistance. Donc ça, c'est pour l'émergence de la résistance. Et bien sûr, les bactéries, il ne faut pas leur dire comment elles vont se disséminer dans la population. Donc c'est le deuxième problème posé par l'antibiorésistance. C'est l'émergence, mais aussi la dissémination. Donc là où les règles d'hygiène font défaut, la dissémination est importante. La résistance aux antibiotiques n'est plus un phénomène nosocomial. C'est ce que nous rapporte cette étude, hein, qui dit que les Staphylococcus aureus résistants à toutes les bêta-lactamines existent aussi au niveau communautaire et font jeu égal avec les souches nosocomiales. De même, pour les entérobactéries résistantes aux céphalosporides de 3e génération, les entérobactéries qui produisent des bêta-lactamases à spectre élargi, BLSE, donc qui ont un spectre d'hydrolyse étendu vers les céphalosporines de 3e génération. Ce n'est plus un phénomène nosocomial, c'est aussi un phénomène communautaire. Et en essayant de trouver une réponse à cette question, les auteurs ont conclu que la résistance bactérienne aux antibiotiques en ville est une réalité. Ce n'est plus un mythe. Ces chiffres montrent ceci. Donc, ce sont des chiffres de l'OMS sur l'évolution du portage communautaire des souches d'entérobactéries productrices de BLSE entre 2012 et 2011. On voit très bien qu'aucune zone OMS n'est épargnée par ce phénomène d'acquisition ou d'émergence des souches productrices de BLSE au niveau communautaire. Au laboratoire, pour détecter ces souches productrices de BLSE, un des phénotypes
qu'on peut détecter à l'antibiogramme, c'est ce bouchon de champagne qui est une sorte de synergie, parce que les BLSE, ils permettent à la bactérie de résister aux céphalosporines de troisième génération. L'activité des céphalosporines de troisième génération est restituée par l'acide clavulanique qu'on dépose sur un disque à côté. Donc ça donne une synergie. L'acide clavulanique permet de restituer l'activité des céphalosporines de troisième génération et de l'aztréonate pour donner cette image de bouchon de champagne. Il y a 10 ans, lorsque j'avais commencé mon cursus de résidana, et au cours de mon premier contact avec le monde des bactéries, avoir un antibiogramme avec cette image, c'était synonyme de publication. Donc tout le monde se bataillait pour avoir le privilège de publier le cas, parce que c'était tellement rare. Et dans un laboratoire qui recrute beaucoup d'échantillons, donc lorsqu'on trouvait cette image, on bataillait pour l'avoir comme sujet d'article ou au moins de communication affichée. Actuellement, dans un CHU qui démarre, comme le nôtre, et dans un laboratoire qui démarre, donc qui n'assure pas tous les examens de bactériologie, si on n'a pas ça au moins 2 fois par jour, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc au bout de 10 ans, le chiffre et l'incidence et la prévalence des souches productrices de BLSE a grimpé, et c'est tellement alarmant que les recommandations qu'on suit pour étudier la sensibilité aux antibiotiques, avant 2016, chaque fois qu'on trouvait cette image de bouchon de champagne, systématiquement, on rendait toutes les céphalosporines de troisième génération résistantes, même s'il y avait une molécule qui gardait toujours l'activité sur la souche. Donc, à l'antibiogramme, on avait toujours des souches sensibles à cette BLSE et des souches qui sont résistantes à cette hydrolyse. Avant 2016, les recommandations étaient de sorte à ce que si on a ce bouchon de champagne, même si on trouve qu'une céphalosporine de troisième génération est efficace, il faut la rendre systématiquement résistante pour préserver les céphalosporines de troisième génération. Et au lieu que les gens s'orientent vers d'autres classes thérapeutiques, tout le monde s'est orienté vers les carbapénèmes. Et au bout de 10 ans, on a assisté à une surconsommation des carbapénèmes qui s'est soldée à la fin par l'émergence de souches résistantes aux carbapénèmes, soit par production de carbapénémases, qui sont des enzymes qui hydrolysent des carbapénèmes, soit en associant l'imperméabilité à cette production de BLSE. C'est pour ça que maintenant, les recommandations, même si on trouve qu'une céphalosporine de troisième génération est sensible et efficace sur une souche qui produit une bêta-lactamase aspectéralgique, on la rend telle qu'elle est pour utiliser cette céphalosporine de troisième génération et empêcher le recours au carbapénème. Donc pour préserver cette famille qui est en train de subir les conséquences du mésusage des antibiotiques. Et en publiant, en février, la liste des bactéries contre lesquelles il est urgent d'avoir de nouveaux antibiotiques, l'OMS a mis ces souches en tête de liste. C'est des souches pour lesquelles la situation elle est critique. Les entérobactéries résistants au carbapénème ou qui produisent des souches ou qui produisent des BLSE. C'est de même pour 2 autres bacilles à gram négatifs qui résistent au carbapénème par hydrolyse enzymatique. Bien sûr, il y en a d'autres, mais la situation elle est critique pour ceux-ci. Et pour vous dire,
ça n'arrive pas qu'aux autres, parce que les souches d'acinetobactères résistants au carbapénème, on les a, et on a eu occasion à 2 pics épidémiques ici. Donc ça n'arrive pas qu'aux autres, tout le monde peut être touché. De même, pour les Pseudomonas aeruginosa résistants au carbapénème, rien que la semaine dernière, on a eu 2 cas. Donc on n'est pas à l'abri des résistances. Donc tout le monde peut être touché, et n'importe où et n'importe comment. Pour tenter de lutter contre la résistance aux antibiotiques, l'OMS a essayé de un peu cerner les principales causes qui aident à l'émergence et à la propagation de ces bactéries multirésistantes. Donc d'abord, et le premier élément, c'est la prescription excessive des antibiotiques. Dans 50% des cas, l'antibiothérapie est soit inutile ou soit elle est inadaptée. Des patients qui ne terminent pas leur traitement, c'est un des grands problèmes qui favorise les résistances. L'usage excessif chez les animaux, on a vu pourquoi, parce qu'il y a sélection de mutants résistants. Des pratiques inadéquates au niveau des établissements de santé, donc surtout lorsqu'on ne respecte pas correctement les recommandations en termes d'hygiène, ou lorsqu'on ne notifie pas des infections à bactéries multirésistantes pour les prévenir au moment opportun. Parce qu'avoir une bactérie multirésistante, elle a des conséquences sur le patient. Mais il faut également penser à prévenir les conséquences au niveau de son entourage. Manque d'hygiène et insuffisance d'assainissement participent à l'acquisition et à la propagation des souches résistantes, et aussi un des grands problèmes, l'absence de nouveaux traitements antibiotiques depuis les années 80. Pour cela, voilà, là c'est mieux. Donc, l'OMS met au centre de ses objectifs stratégiques pour lutter contre la résistance aux antibiotiques l'optimisation de l'usage des antibiotiques. C'est le principal objectif, mais aussi elle cible la sensibilisation, aussi bien des professionnels que des décideurs, que des usagers d'antibiotiques. Elle incite à une surveillance de ces bactéries multirésistantes, et la surveillance, c'est essentiellement le laboratoire de microbiologie. Et notre expérience, c'est qu'à chaque fois on a une souche multirésistante aux antibiotiques, avant d'appeler le service pour lui communiquer le résultat, on appelle l'équipe opérationnelle d'hygiène, parce qu'elle doit mettre toutes les mesures qu'il faut pour empêcher la propagation de la souche vers l'entourage du patient infecté. Parmi les objectifs, c'est aussi de prévenir les infections grâce à la vaccination, grâce à l'hygiène des mains, l'hygiène alimentaire et l'isolement des patients avec bactéries multirésistantes, sans oublier la nécessité de renforcer les recherches pour trouver de nouvelles classes d'antibiotiques. Quel est le rôle du pharmacien d'officine dans tout ça? N'oublions pas que le pharmacien d'officine est pratiquement le dernier professionnel de santé qui est en contact avec le patient avant que le patient soit livré à son antibiotique. Donc, s'il faut agir, c'est à ce niveau, en ne délivrant des antibiotiques que lorsqu'il est nécessaire, et bien sûr en fonction des directives en vigueur. Il faut bien expliquer au patient qu'un antibiotique n'est pas toujours systématique, donc c'est pour les infections bactériennes. Sensibiliser les patients sur l'ampleur du problème de l'antibiorésistance, sur la nécessité du bon usage des antibiotiques et sur l'intérêt de la prévention des infections pour prévenir indirectement l'émergence de souches multirésistantes.
Et bien sûr, à la limite du possible, et chaque fois que c'est possible, inciter le patient à consulter un médecin. Parce que consulter un médecin, c'est synonyme de prescrire un diagnostic pour confirmer l'étiologie bactérienne de l'infection. Donc ça permet de mieux surveiller et de mieux diagnostiquer pour mieux indiquer les antibiotiques. Et bien sûr, pourquoi pas récupérer les antibiotiques non utilisés par des patients, soit des antibiotiques périmés ou des antibiotiques de traitement inachevé, pour éviter leur mésusage ultérieur, mais pour éviter également leur rejet dans l'environnement. Et on a vu que font les résidus d'antibiotiques en termes de sélection de souches multirésistantes au niveau de l'environnement. Donc, nous avons vu les principaux faits en rapport avec l'antibiorésistance. La semaine mondiale pour le bon usage des antibiotiques, et déjà l'OMS consacre une semaine et non pas une journée pour lutter contre l'antibiorésistance. Donc la semaine de bon usage des antibiotiques, c'est bientôt, c'est dans 15 jours, et ça serait peut-être l'occasion à chacun de nous, en termes en tant que professionnel et en tant d'usager d'antibiotiques, de voir comment on pourrait lutter contre cette résistance aux antibiotiques. Sur ce, je vous remercie.